Bonjour à tous. Merci d'être présents cet après-midi à Claude Bernard à AgroParisTech. Euh, je me présente Adrien, secrétaire du concours Terreau Fertile. Vous voyez peut-être dans la salle les membres de l'équipe du concours Terreau Fertile. On est ici pour la finale de ce concours d'éloquence des lycéens sur le thème de l'environnement. Je vais rappeler une petite règle concernant les issues de secours. Donc ça va être juste là en bas à gauche et en bas à droite. Donc si jamais il y a une alarme, il faudra descendre et nous suivre. Mais c'est juste une petite règle de sécurité. Euh, je vais rappeler le programme pour les candidats, l'ordre de passage. Donc on va commencer avec Marie Baudouin. Ensuite ce sera Alice Pchy, Baptistine Martin en troisième, Suzy Vissé en quatrième, Marion Jugman en cinquième. J'espère que j'écorche pas les noms. Ensuite, on fera une petite pause d'une dizaine de minutes pour que nos jurés puissent se rafraîchir et faire une petite pause aussi. Ensuite, on reprendra avec Léandre Loiseau en sixième position, Sarah Pinault en septième, Virgile Donati en huitième, Jeanne Vissé en neuvième, et en dixième, Daria Liégeois. Je sais que c'est pas forcément facile de conclure, mais je vous fais confiance, ça va bien se passer pour vous. Vous inquiétez pas. Là, vous êtes les 10 finalistes de cette édition 2022. Donc vous avez été sélectionnés parmi plus de 40 candidatures en début d'année. Donc vous avez reçu des formations à l'éloquence pour vous améliorer. Et donc vous êtes les 10 finalistes de cette édition. Donc bravo à vous déjà. Ensuite, comme vous l'imaginez peut-être, on est une association étudiante, donc on a des partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année pour monter ce projet. Donc je vais remercier tous les partenaires. Je vais essayer d'être assez bref. Tout d'abord, merci à l'école AgroParisTech, école d'agronomie, dont nous sommes étudiants et donc on est assez au courant de tous les enjeux environnementaux et écologiques dans le monde dans lequel on vit. Et merci aussi à cette école pour avoir accès à cet amphithéâtre, de nous prêter les locaux pour pouvoir faire cette finale ici en présentiel. Ensuite, je voudrais remercier le BDE, donc le bureau des élèves, qui nous apporte un soutien financier aussi, qui est non négligeable, et plus généralement qui permet aussi une vie associative dans cette école assez incroyable. Ensuite, merci à AgroParisTech Alumni, donc les anciens de l'école, qui nous aident tout au long de l'année. On a un juré d'AgroParisTech Alumni que je détaillerai plus tard. Et merci aussi à Nicolas Villard qui nous apporte tout son matériel et son savoir-faire pour retransmettre cette finale en direct. Merci à Phosphore, magazine pour les jeunes qui sensibilise à l'environnement, à l'actualité, à des thèmes assez importants pour nos jeunes. Enfin, je voudrais remercier la Société nationale de protection contre la nature, enfin de protection de la nature, pardon, qui nous a offert un lot pour chacun de nos 10 finalistes. Et oui, j'en ai oublié un, la Fédération française de débat et d'éloquence, qui a permis d'offrir des formations à nos candidats pour qu'ils s'améliorent dans leur plaidoirie, pour qu'ils soient convaincants, qu'ils soient convaincants auprès du public. Et merci donc à eux et pour nous avoir apporté leur expertise tout au long de cette année. Et j'aimerais aussi remercier l'équipe du CTEF. Je sais que cette année, ça n'a pas été toujours facile de concilier les études, les examens, les associations. Merci d'avoir répondu présent aussi cette année. Je vais commencer par présenter les jurés assez rapidement et ensuite on passera au vif du sujet, aux plaidoiries des candidats. Je vais commencer avec Lauriane Clément de Phosphore, magazine pour les jeunes. Merci à vous d'avoir répondu présente aujourd'hui. Je pense que c'est très important du coup pour les jeunes d'avoir un peu une ouverture d'esprit sur toute l'actualité, l'environnement, surtout en ces temps actuels.
Catherine Bourguin, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Donc vous avez une expertise assez importante sur tous les thèmes scientifiques et donc je suis sûr que vous pourrez apporter votre part à ce jury. Véronique Fabien-Soulet, qui nous vient d'AgroParisTech Alumni, ancienne, ingénieure en recherche et développement avant de rejoindre AgroParisTech Alumni. Donc vous avez aussi cet aspect scientifique d'agroalimentaire, mais vous êtes aussi adjointe au maire sur la commune de Chatou. Donc vous connaissez un petit peu aussi les aspects environnementaux et tout qu'on peut aborder dans la sphère un petit peu plus politique. Timothée Vernier, donc vous êtes titulaire d'un master en agroécologie et vous êtes maraîcher au campus de la Transition. Donc vous avez aussi cette expertise vraiment du contact au terrain et de l'environnement que vous voyez tous les jours en tant que maraîcher. Adidiatou Gouressi, donc vous êtes juriste, mais vous avez aussi participé à des concours d'éloquence et vous êtes lauréate du concours Eloquentia. Donc je pense que vous savez très bien ce que nos candidats ressentent pour cette finale. Et enfin Cédric Villani, député de l'Essonne, mathématicien, médaille Fields en 2010. Vous défendez les sujets scientifiques, écologiques à l'Assemblée nationale. Et donc vous avez également l'habitude de la prise de parole en public. Donc je pense que vous saurez de bons conseils pour nos candidats. Et enfin, je vois que Adel Abderrahim, vice-président de la FFDE, nous rejoint. Vous pouvez prendre place avec le jury. Donc vice-président de la Fédération française de débat et d'éloquence, qui va donc apporter toute son expertise de l'art oratoire aux candidats pour cette finale. Donc voilà, merci à tous les jurés d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser et de laisser place au concours. Donc on va commencer cette finale avec Marie Baudouin et la plaidoirie Les éoliennes et si c'était du vent. Destructrice, capable de détruire des bâtiments. Qu'est-ce qu'on le déteste quand il ruine notre brushing? Mais qu'est-ce qu'il nous manque lors des fortes chaleurs d'été? De fait, le vent est à la fois un obstacle et une solution. Enfin, c'est ce que l'on croit. Car depuis 1888, nous cohabitons avec des géants blancs, de 80 à 110 mètres de hauteur. Elles sont l'idée du siècle, créée par un certain Charles Brush. Elles envahissent nos campagnes, nos mers, sans un bruit. Leur nom, éoliennes. Vous l'avez déjà entendu, mais les connaissez-vous vraiment? Tout d'abord, elles produisent, sans dégrader notre air si impur, ou ne polluent nos océans de plastique. Et malgré leur grande taille, elles ne mangent qu'environ 2% des terres agricoles. Mais attention, les éoliennes ne sont pas des squatteuses. Les propriétaires des terrains sur lesquels elles se situent reçoivent un paiement qui, en plus, augmente la valeur de leur terrain. Elles sont une ressource sûre, contrairement aux barils de pétrole, bien plus chers. On l'a remarqué dernièrement. Mais ce n'est pas tout. Le baril de pétrole produit énormément de CO2, de par son extraction, puis son utilisation, et n'est pas une énergie renouvelable. Sans oublier que les éoliennes sont recyclables à 95%. Qui dit mieux? Elles ne sont pas faites de matériaux rares, contrairement à leurs collègues, les panneaux solaires, ce qui les rend bien plus intéressantes, ou moins effrayantes que la centrale nucléaire, si capricieuse avec ses déchets radioactifs éparpillés un peu partout, là où personne ne voit, comme les fonds marins. C'est pour cela qu'elles ont conquis le cœur de nombreux pays,
tels que les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et on pourrait y voir un élan encourageant de ces pays qui se mettent au vert. En réalité, les éoliennes sont un nouvel enjeu de démonstration de puissance, avec la Chine, par exemple, qui en 2010 a fait construire le plus grand parc éolien du monde afin de détrôner les États-Unis. Puis le Royaume-Uni, qui, avide de nouveaux records, lance un projet de parc hydrolienne en 2022, avec un total de 165 hydroliennes pour 1218 mégawatts. Pour une fois qu'une guerre d'ego sert à une bonne cause, nous n'allons pas nous en plaindre. Toutefois, est-ce que tout est aussi rose qu'il n'en a l'air? Pas forcément. Certes, les éoliennes produisent, mais le rendement n'est pas assez important pour fournir en grande quantité les usines qui ont des machines qui consomment beaucoup. De plus, elles dépendent du vent. Si celui-ci est trop faible, elles ne peuvent pas démarrer. Mais s'il dépasse 90 km/h, elles se stoppent net. Et est-il nécessaire de rappeler à quel point elles sont imposantes au milieu des mers et des champs? On ne voit plus qu'elles. Et les belles cartes postales qui nous vendent des paysages de rêve où aller se la couler douce pendant les vacances, eh bien, ce n'est plus que du vent. Car partout où l'on tourne la tête, elles sont là. Dans nos mers, le risque est de mettre en danger les bateaux, les activités nautiques ou dans le ciel, à basse altitude, qui pourraient rencontrer les éoliennes, bien trop proches des côtes. Et malgré de nombreuses études, leur impact sur la faune et la flore n'est pas discutable. Les oiseaux et les chauves-souris sont victimes de ces bras géants qui pourfendent le ciel. La biodiversité marine n'est pas directement impactée par les éoliennes, mais par les travaux d'implantation, avec le forage notamment. Sans oublier le bruit incessant qui dérange les habitants alentours et qui donne cette impression qu'une machine à laver se cache sous votre oreiller. Enfin bon, elle ne pollue pas, me direz-vous. Toutefois, si elle ne pollue pas directement, la fabrication, la construction, le transport de l'usine au lieu d'implantation, eux, polluent. Et toute cette énergie, où est-elle stockée? Eh bien, nulle part. L'énergie électrique produite par les éoliennes, si elle n'est pas consommée ou revendue, elle est alors perdue, car il n'existe aucun moyen de la stocker. En somme, la question importante que l'on se pose aujourd'hui est de savoir si les éoliennes sont viables sur du long terme, sans trop impacter le quotidien de chacun d'entre nous. Que ce soit une question visuelle, auditive, physique ou même écologique. Sommes-nous prêts à sacrifier notre patrimoine pour ces géants blancs, sans pour autant qu'elles ne répondent aux besoins de toutes et de tous? Je pense qu'il est nécessaire de chercher ailleurs la solution pour notre futur. Les éoliennes ne sont pas une réponse durable. Il est certain que nous n'avons pas encore d'énergie sans contrainte, mais il nous faut continuer à investir et à chercher une solution zéro carbone qui ait un rendement fiable. Que reste-t-il d'impossible à l'homme après avoir posé le pas sur la Lune? Je vous le demande. Nous accueillons à présent Alice Pied et sa plaidoirie « L'avenir se joue dans notre assiette ». Peut-être ce discours arrive un peu tard en cette heure post-prandiale, mais peut-être vous permettra-t-il de réfléchir un peu plus à votre repas de ce soir. Merci.
Mesdames et messieurs, suite à la prise de conscience des problématiques écologiques actuelles, une nouvelle expression a vu le jour. Les fameux gestes pour la planète, qui pourraient par exemple qualifier le tri sélectif ou encore l'utilisation des mobilités douces. Mais si à présent, je vous disais, pour sauver la planète, il faudrait stopper notre consommation de viande. Excessif, n'est-ce pas? Difficile, en effet, d'établir un lien direct entre le réchauffement climatique ou encore la déforestation avec la consommation d'un bon steak saignant. Ah, eh bien, pour éclairer ces questions, laissez-vous tenter par un voyage au soleil. Rendons-nous au Mato Grosso, État brésilien, recouvert d'une forêt luxuriante. Lors d'une randonnée à l'ombre des palmiers, nous entendons brusquement un rugissement. Mais il ne provient pas d'un jaguar, rassurez-vous, mais d'un simple tracteur agricole. Ah oui, j'oubliais. Il est vrai que derrière ce décor de carte postale, le Mato Grosso est aussi un haut lieu d'agriculture intensive. Ici, la déforestation est telle qu'aujourd'hui, l'équivalent de la superficie suisse, additionnée à celle de la Bretagne, est désormais recouverte de soja destinée à être exportée dans les élevages du monde entier. Une partie importante de ces céréales voyagera par bateau vers la France, surtout en Bretagne. Dans le port de Lorient, par exemple, petite ville bretonne dans laquelle je vis. De retour du Brésil, accompagnons la livraison de ces céréales dans un élevage bovin laitier breton, comme il en existe tant dans notre belle région. Approchons-nous du bâtiment et tendons l'oreille. Ce que vous entendez là, mesdames et messieurs, ce sont les meuglements d'une vache laitière un peu trop maternelle qui supporte mal la séparation avec son veau venant de naître. Enfin, il faut bien stimuler la production de lait de nos bovins. Revenons à nos céréales. Ici, 97% de l'apport nutritif des céréales sera perdu. Par magie? Non, détrompez-vous. Il s'agit du simple phénomène mécanique de la digestion. En effet, pour 100 kilocalories ingérées par les animaux, nous n'en récupérerons que 3 sous forme de viande de bœuf. Afin d'atteindre la prochaine étape de notre voyage, embarquons avec les vaches de réforme dans un camion direction l'abattoir. Non, point de politique ni de religion dans cette appellation. Réforme est juste une euphémisation de la mort pour ces vaches laitières devenues moins rentables après 8 ans d'exploitation. L'abattoir passé, le périple continuera vers le supermarché, avant d'atteindre son but final. Moi, vous, nous tous, consommateurs avides. Et d'ailleurs, afin de clôturer en beauté ces péripéties, je vous invite à un barbecue, savourer une juteuse entrecôte de bœuf. Notre assiette contient 200 g de bœuf. Elle a produit environ 6,75 kg de dioxyde de carbone et aura nécessité environ 3000 litres d'eau. À titre de comparaison, conduire 60 km en voiture ou prendre 15 bains aurait eu le même impact environnemental que cette entrecôte. Mesdames et messieurs, il faut avouer que ce voyage, bien que fictif, a de quoi couper l'appétit à quiconque détiendrait une parcelle de conscience écologique. En y ajoutant à cela une once de sensibilité aux animaux, il est absolument impossible de ne pas remettre en question le principe même de notre consommation de viande. C'est du moins ce qui s'est produit pour moi, il y a de cela 6 ans maintenant,
m'amenant à devenir végétarienne. Et par la suite, la curiosité, ainsi que la volonté d'avancer dans cette démarche, m'a ouvert tout un univers culinaire. Tofu, seitan, légumineuses, épices. Et en septembre dernier, le pas est franchi. Je deviens extrémiste, autrement dire végane. Non! Ces choix ne sont pas évidents. Du moins, pas dans un pays où la culture culinaire pourrait avoir comme essence même l'animal, ni dans une famille on ne peut plus traditionnelle, pour qui un bon repas ne se ferait pas sans viande. Mais, pour ma part, il m'a suffi de me poser une question, une seule, pour rester convaincue du bien fondé et de la pertinence de mes décisions. Un simple plaisir gustatif vaut-il le sacrifice de notre planète? À cela, l'égoïste dira oui. Le vertueux répondra non. Mais, en réalité, cette question dissimule un faux dilemme. En effet, aujourd'hui, il existe tant de substituts savoureux aux produits animaux que cette question n'a même plus lieu d'être. Nous pouvons à la fois promouvoir la joie gastronomique et la vertu environnementale. Oui, je l'admets. Mes propos, dans les grandes lignes, peuvent paraître quelque peu exagérés. Mais à cela, je répondrai que c'est la thématique qui est minimisée, négligée, voire rendue délibérément invisible, tant par les groupes de pression que par nos politiques eux-mêmes. Pourtant, chacun, et je dis bien chacun, en améliorant le contenu de son assiette, pourra opérer des changements majeurs au niveau environnemental, dans une convergence fondamentale avec les principes éthiques et humanistes qui nous gouvernent tous. Mesdames et messieurs, si je suis ici, aujourd'hui, devant vous, c'est parce que j'avais à cœur de partager cette petite graine de réflexion germée dans mon enfance et qui, de jour en jour, ne cesse de croître. Si elle permet à quiconque de repenser son alimentation, eh bien, ce ne sera pas moi, mais la planète, ainsi que les animaux eux-mêmes, qui vous diront merci. Merci. Au tour à présent de Baptistine Martin, qui va nous faire une plaidoirie, ma foi, originale et que je ne peux objectivement qu'apprécier. La Posidonie, la déesse de la Méditerranée. Avec un tel titre, j'envisage une réincarnation. Je vais vous raconter une histoire, celle de la déesse de la Méditerranée. Et oui, vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais la Méditerranée abrite une déesse au caractère divin exceptionnel. Elle est en fait une vieille cousine de Poséidon. Vous savez, le dieu grec qui fait peur à tous les enfants avec son trident. Et elle se nomme Posidonie. Il était une fois, à une époque où les hommes ne détruisaient pas tout, une déesse qui vivait paisiblement au fond de la Méditerranée, en harmonie avec la nature, et qui aimait protéger les hommes de certaines contraintes naturelles et aider tous ses petits habitants. On la surnommait donc le joyau de la Méditerranée. La Posidonie, c'est une plante. Je précise une plante, puisque si par mégarde vous l'appelez algue, vous risquez de ne jamais remonter à la surface. Elle n'aime pas du tout qu'on la prenne pour une algue, alors qu'elle possède des racines. Pour veiller sur la mer, elle forme de vastes herbiers, aussi appelés herbiers de Posidonie, qui captent la lumière du soleil pour réaliser de la photosynthèse. Elle est formée de longues feuilles, de 40 à 80 cm de long et 1 cm de large. Et pour la reconnaître, c'est plutôt simple.
puisque ses fleurs ressemblent à des olives. La Posidonie forme un des écosystèmes les plus productifs de la planète, qui abrite 400 espèces d'algues et un grand nombre de poissons et de coquillages. Telle une vraie déesse mère, elle veille sur tous ses petits habitants, en jouant le rôle de nurserie qui rassemble plus de 25% des espèces présentes en Méditerranée. Il s'agit là d'un vrai hôtel, avec au sous-sol les poissons, tels que les mérous et les murènes, au rez-de-chaussée, les étoiles de mer et les oursins, et au premier étage, tous les petits animaux fixés sur les feuilles. Si les hommes ne se doutaient pas qu'une telle déesse habitait ces lieux, et ils se doutaient encore moins qu'elle est en fait le poumon de la Méditerranée. La Posidonie produit entre 14 et 20 litres d'oxygène par jour et pour un seul mètre carré. Rendez-vous compte, avec une superficie de 35 000 km², soit environ 4 fois la Corse, elle produit l'équivalent de 200 millions de litres d'oxygène par an, ce qui la place parmi les plus grands producteurs d'oxygène au monde. De plus, les Posidonies sont de vrais puits de carbone, puisque le taux de stockage y est 180 fois plus important qu'en milieu océanique. Si les animaux pouvaient parler, ils nous diraient qu'ils ont toujours connu Posidonie. Et oui, grâce à sa croissance très lente, elle peut vivre des milliers d'années. Elle a donc tout connu. L'Empire romain, l'Empire byzantin, le développement du commerce par voie maritime. Elle a donc appris à cohabiter avec les hommes, et elle s'est même dit qu'elle allait les aider. Les banquettes de feuilles mortes de Posidonie jouent le rôle d'amortisseur en piégeant le sable sous les feuilles, ce qui limite l'érosion, et elles permettent de limiter l'impact des vagues. De plus, elles permettent d'atténuer la houle en réduisant la force des courants et permettent de fixer les sédiments présents dans le sable et permettant à l'eau d'être plus transparente. Par ailleurs, la captation de carbone par les Posidonies permet de limiter le rejet de carbone des hommes. Et enfin, la Posidonie produit beaucoup de matière organique et c'est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Je pourrais donc finir mon histoire de cette manière. Mais il manque un détail assez important. Chaque année, l'herbier de Posidonie perd 1,5% de sa surface, ce qui est d'autant plus regrettable qu'elle résiste au changement climatique. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, cette surface est moindre comparée à la déforestation en Amazonie. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas notre déesse qu'elle n'est pas en danger. Un jour, un objet avec 2 pattes et rattaché avec une corde s'est emmêlé dans les cheveux de notre déesse. Au départ, elle n'a pas voulu y prêter attention, même si la présence d'ombre au-dessus de sa tête la mettait mal à l'aise. Malheureusement, de plus en plus d'objets de ce genre se sont déposés temporairement dans les fonds marins, contrariant notre très chère déesse qui se voit arracher chaque jour des centaines de cheveux. Elle a ensuite appris que ces objets portaient un nom et qu'ils s'appelaient en réalité encre. Mesdames, messieurs, j'attire votre attention sur les méchants de l'histoire, les bourreaux de notre déesse, à savoir les ancres. Cela s'explique par la massification du tourisme qui s'est accrue ces dernières années. Chaque année, sur le bassin méditerranéen, le nombre de bateaux augmente avec des ancres posées un petit peu n'importe où. Alors c'est vrai, je l'accorde, s'arrêter dans une petite crique à l'abri de regards et faire de superbes photos Instagram à faire pâlir tous les internautes. C'est super. Mais pensons un peu à notre pauvre Posidonie qui se fait arracher des touffes de cheveux et à tous les petits habitants de l'hôtel qui se retrouvent arrachés, déplacés et voués à une mort certaine. L'action directe des ancres entraîne la destruction de la canopée foliaire avec l'arrachage de faisceaux entiers, ce qui conduit à la mort prématurée des Posidonies. Et si je vous demande de combien pousse une feuille de Posidonie par an, combien me direz-vous? 5 à 10 cm par an. Les dégâts sont donc conséquents pour toute la faune et la flore de la Méditerranée. Si rien n'est fait pour arrêter les ancres, les conséquences pourraient être problématiques d'ici quelques années. Appauvrissement des espèces végétales et marines, envasement des fonds, érosion des zones côtières et des plages et une hausse de la turbidité de la colonne d'eau.
tant de conséquences désastreuses pour l'homme et la biodiversité. À terme, ce serait notre déesse qui disparaîtrait après autant de bons et loyaux services, et l'homme en serait l'unique responsable. Mais les hommes sont très probablement aussi les héros de l'histoire, car ils ont les moyens d'intervenir. En aménageant plus de zones de mouillage, la Posidonie serait protégée des encres. Les zones de mouillage, ce sont des accès réglementés pour les bateaux afin qu'ils puissent poser leurs ancres sans menacer la Posidonie et ni la biodiversité. Même si des mesures ont été prises, elles restent insuffisantes. Par ailleurs, il faudrait aussi améliorer le traitement des eaux usées et surtout sensibiliser le grand public. Cette petite histoire que je viens de vous raconter, racontez-la à votre tour, à votre famille, à vos amis, à vos enfants, afin que tous ensemble, nous sauvions notre déesse. Après tout, c'est aussi de cette manière que tout le monde connaît Poséidon. J'espère de tout cœur pouvoir un jour refermer cette histoire en disant « Grâce aux hommes qui sont aussi de bonnes personnes, nous avons sauvé notre déesse. Elle vit de nouveau, paisiblement, au fond de la Méditerranée, en harmonie avec la nature et en protégeant toujours les hommes et tous les autres petits et gros habitants. Ce sera un heureux happy end, vous ne trouvez pas ? Nombreuses facettes qui méritent d'être développées. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui le plaisir d'écouter Suzy Visset et sa plaidoirie « La planète saigne aussi ». Merci. Que représente 6 ans et demi pour vous? L'âge d'un enfant qui entre en CP? La durée de remboursement d'un prêt? Mais pour nous les femmes, 5 jours par mois, soit 2400 jours dans une vie, soit 6 ans et demi. C'est le temps que nous passons avec nos meilleures copines, les règles. Dans notre quotidien, on se lave les dents, on prend une douche, on se brosse les cheveux si on en a. À tout cela, il faut ajouter pour le beau sexe la contrainte des humeurs de Dame Nature. Et la planète aussi doit vivre avec ses déchets. Avant le XXe siècle, les femmes américaines avaient recours au bricolage pour y faire face, transformant toutes sortes d'objets en protection hygiénique fait maison. Cela comprenait des chutes de tissu, des bandes d'écorce molle ou tout autre matériau absorbant disponible. Mais l'aspect pratique laissait souvent à désirer. Ces protections improvisées étaient souvent volumineuses, lourdes et devaient être lavées et séchées publiquement. Une situation peu souhaitable dans une culture qui stigmatisait les menstruations. Pourquoi bannir les protections hygiéniques jetables alors? Qu'en est-il pour notre planète? Le bois, le coton, l'eau, le pétrole, non, vous ne rêvez pas. Tous ces matériaux composent les protections hygiéniques. Au final, les composants sont en grande partie des matières synthétiques, plastiques, des ressources non renouvelables, ou encore le coton et le bois, des ressources naturelles, mais pas si naturelles que ça. En effet, la fibre de bois demande énormément de transformation avant d'obtenir la matière finale. Et la culture du coton, elle, est la production agricole la plus polluante de la planète, qui demande énormément de pesticides et de grandes quantités d'eau. Et bien sûr, comme vous l'attendez tous, le plastique. Effectivement, on pourrait se demander, mais pourquoi du plastique dans des protections hygiéniques? Et pourtant,
Un tampon est entouré d'un applicateur en plastique. Le tout est emballé dans un sachet en plastique. Et la boîte elle-même est parfois emballée dans du plastique. Mais alors, le pire est à venir. Des tests révèlent des résidus de pesticides, de dioxines, de dérivés halogénés, de phtalates à l'intérieur même des serviettes et des tampons hygiéniques. Ces insecticides sont utilisés dans la culture du coton. Ils sont bien évidemment extrêmement polluants pour l'environnement. Alors, quelles sont les options pour utiliser ces protections hygiéniques sans mettre en danger notre santé tout en respectant l'environnement? Une solution est apparue. Des protections hygiéniques non toxiques et écologiques. Le bio. Mais ces protections hygiéniques bio sont-elles vraiment si différentes des protections hygiéniques classiques? Oui, elles sont composées uniquement de coton biologique, la culture de coton la plus écologique. De la semence de la graine à la récolte, le coton bio est cultivé sans pesticides, sans insecticides et sans OGM. Ainsi, il ne devrait pas mettre notre corps en contact avec un cocktail nocif de produits chimiques. Mais, à notre grand désespoir, quelques traces ont encore été toutefois retrouvées dans des lots de protection périodique bio. Donc, le risque du syndrome toxique est toujours aussi élevé, malgré ces protections non toxiques et écologiques. Cependant, tout n'est pas à créer. Des protections hygiéniques lavables séduisent déjà de plus en plus de femmes. Plus écologiques, plus confortables, moins chères et fabriquées sans produits toxiques. Ces protections réutilisables sont une alternative durable aux serviettes menstruelles et aux tampons traditionnels. Mais un détail n'est pas négligeable. Le coût d'achat d'une protection hygiénique lavable demande une charge financière importante. Mes contradicteurs vous diront alors qu'il faut mieux acheter des protections hygiéniques jetables que d'exposer publiquement des protections lavées sur un fil à linge. Mais avez-vous l'idée du déchet que cela produit? Une femme consomme de grandes quantités de protections féminines. Rien que pour les serviettes, cela représente 1447 serviettes utilisées chaque seconde dans le monde. Une seule femme jette environ 10 000 tampons et serviettes dans sa vie. En cause, leur utilisation unique et de courte durée, entre 4 à 8 heures, qui entraîne une consommation et une production élevée. Et qui dit consommation et production élevée, dit aussi présence de nombreux déchets. En effet, ces protections hygiéniques se retrouvent même dans les rivières, puis dans les océans. En 2009, l'Ocean Conservancy a ramassé plus de 24 600 tampons sur les plages, alors qu'une serviette met entre 500 et 800 ans pour se décomposer. Et comme tout déchet dans les océans, les animaux marins les consomment. Et ces ingestions peuvent bloquer leur système digestif et entraîner leur mort. De plus, certains détracteurs pensent même que les protections hygiéniques sont aussi agréables que dans les publicités mensongères. Mais en aucun cas, il est question d'environnement dans ces publicités, clairement. Les règles sont représentées comme si elles étaient complètement aseptisées et aussi propres que de l'eau de Javel. Et les femmes, elles, sont toujours rayonnantes, à croire que les règles sont forcément quelque chose d'agréable. Une déformation complète de la réalité, comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, dans un livre intitulé « L'anatomie de l'oppression », publié en 2017 d'Elisa Stein, elle raconte la première fois que ces règles sont apparues.
À la vue de tout ce sang rouge, elle a eu une peur bleue. Elle s'attendait à ce que le liquide lui aussi soit bleu, comme le liquide canard WC de la publicité. Le fait de représenter les règles de cette couleur à la télévision suggère implicitement que les règles sont quelque chose dont l'on devrait avoir honte, quelque chose que l'on devrait cacher. Et ce sentiment de honte se répercute donc chez les jeunes filles. Alors, arrêtons la honte et la stigmatisation des protections hygiéniques et développons des protections hygiéniques lavables qui vont vous sauver ainsi que votre planète. Car une planète qui saigne, ce n'est pas une planète saine. Ah, et bien sûr, mesdames, séchez vos protections sur le fil à linge. Quand les femmes saignent, c'est aussi la planète qui saigne. Pour cette plaidoirie, en plus d'ouvrir grand vos oreilles, veuillez ouvrir aussi grand vos yeux. Pour donc Marion Youngman, qui va éclairer vos idées avec sa plaidoirie « Porter des lunettes et vouloir rester aveugle ». La plupart des hommes portent autant d'attention à la pollution de l'industrie optique qu'un aveugle en porterait à une affiche publicitaire. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous parler de la pollution engendrée par la production de lunettes. Pollution dont nous ne sommes pas réellement conscients, mais que nous entretenons continuellement. Il faut sensibiliser la population aux conséquences de cette production, parce que ce n'est pas une, ce ne sont pas 100, ce ne sont pas 1000, mais bien 50 000 paires de lunettes vendues chaque jour, soit plus de 18 millions de paires vendues chaque année, en France seulement. Les paires de lunettes, une fois achetées, une fois portées, sont, nous pouvons nous en douter, bien souvent remplacées par une autre paire et oubliées au fond d'un tiroir. Là n'étant pas tout le problème, à partir du moment où, entendons-nous bien, elles restent dans ce fameux tiroir. Le principal problème, en revanche, est que la production de lunettes suit le principe de la consommation linéaire qui se déroule en 3 principales étapes. Extraire, fabriquer, jeter. La première étape est extrêmement polluante lorsque l'on sait que 38% des paires de lunettes mondiales sont fabriquées à partir de plastique, produits à partir de pétrole. Ces industries pétrolières sont responsables de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour une émission totale d'1,2 milliard de tonnes de CO2 pour l'année 2018. N'oublions pas la destruction de la biosphère marine et de la biosphère terrestre, impactée par les forages ou les déversements accidentels de pétrole. Toutes ces conséquences ne sont que le résultat de la production du plastique. Une fois transformé, le plastique est acheminé vers les sites de fabrication des montures, puis, toujours par l'intermédiaire de transports émetteurs de gaz à effet de serre, chez votre opticien. Une fois la monture assemblée, il faut y incorporer les verres. Cette étape nécessite à elle seule 30 litres d'eau pour chaque monture. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les opticiens, eux, ne se préoccupent pas de ce problème et préfèrent inciter les clients à la surconsommation en leur proposant d'acheter une deuxième paire pour seulement 1 € de plus. Ce n'est pas parce qu'elle est proposée à si bas prix qu'il convient de se précipiter
sur le choix d'une seconde monture. Les conséquences, nous sommes en train de le voir, sont bien trop importantes. Enfin, la plupart de nos paires de lunettes sont jetées avec les déchets ménagers, alors qu'il faudrait les emmener dans des centres de tri. Cette consommation linéaire confère à chaque monture une empreinte carbone d'environ 2 kg pour chaque monture. 2 kg pour les paires de montures considérées comme les plus respectueuses de l'environnement. C'est alors que le recyclage se présente comme la solution pour lutter contre cette pollution, notamment parce qu'il permettrait de réduire de 20 millions de tonnes les émissions en CO2, mais surtout parce que je ne peux pas vous interdire de porter des lunettes. Je vais en revanche vous demander de réfléchir à la manière dont vous les recyclerez la prochaine fois que vous en changerez. Et c'est bien parce que le recyclage se présente sous différentes manières que vous pouvez y participer. Oui, mesdames, messieurs, vous pouvez tout d'abord ne changer que vos verres pour garder votre monture. Il est tout à fait compréhensible de vouloir changer de monture pour suivre les tendances ou simplement par envie de changer de tête. Mais si au lieu de les changer tous les 2 ans, vous attendiez ne serait-ce qu'une année de plus, ce seraient alors plusieurs milliers de paires qui ne seraient pas vendues et autant qui ne seraient pas produites. Ensuite, lorsque vous changerez de monture, vous pourrez opter pour des montures faites à partir de matériaux recyclés. C'est notamment le cas de l'entreprise C2C, qui récupère les filets de pêche usés pour les transformer en granulés qui serviront à la fabrication des montures. Vous contribuez à limiter la pollution des océans et les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, en ce qui concerne les paires de lunettes que vous n'utilisez plus, là aussi, vous pouvez les recycler. Il y a quelques instants, je vous parlais de centres de tri dans lesquels il faudrait emmener nos anciennes montures. Ces centres de tri sont bien plus répandus que ce que l'on pense, puisque de grands groupes d'opticiens comme Chris ou Optique 2000 proposent ce service, mais n'en font malheureusement pas assez la publicité. Vous pouvez également donner vos anciennes montures à des associations. En effet, elles pourront par exemple servir en France, en sachant que le prix d'une monture est assez élevé, il est d'environ 400 €, et que la prise en charge par la mutuelle et l'assurance maladie sont minimes, certaines personnes n'ont pas le budget nécessaire pour pouvoir s'acheter une paire de lunettes. Elles pourront également être envoyées dans les pays du tiers-monde, où une paire de lunettes coûte entre 7 et 8 mois de salaire. Bien que les centres de tri et les dons aux associations constituent toujours une forme de pollution, nous savons maintenant qu'il est impossible de revenir à des productions totalement décarbonées. Nous pouvons cependant essayer de limiter au maximum notre impact sur l'environnement en privilégiant le recyclage de nos montures, ne serait-ce qu'en les gardant plus longtemps, en les donnant ou en recyclant leurs matériaux. Je ne suis pas Nelson Mandela, mais moi aussi, j'ai un combat. Il faut protéger notre planète, pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. À notre échelle, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Alors, je vous le demande, mesdames, messieurs, pourquoi faut-il que nous portions des lunettes si c'est pour rester aussi myopes face à ce problème ? Nous allons pouvoir donc reprendre après cette courte pause. J'espère que vous avez pu vous changer les idées ou encore regarder les derniers lauréats sur notre page YouTube. Nous allons reprendre avec Léandre Loiseau qui, à défaut de cuire des carottes, préfère nous alarmer sur nos contrées glaciaires. Voici sa plaidoirie « Les calottes sont cuites ». Mesdames, messieurs, savez-vous ce qu'est une calotte glaciaire? Non? Est-ce vraiment utile de toute façon? Puisqu'au rythme actuel du réchauffement climatique, dans quelques siècles, si ce n'est plus tôt,
il n'y en aura plus. Ou du moins, si on ne fait rien, il n'y en aura plus. Mais je parie que maintenant que j'ai éveillé votre curiosité, vous voulez savoir ce que c'est. Et peut-être même êtes-vous prêt à agir pour les sauver? Vous en connaissez d'ailleurs sûrement une, voire deux. La calotte glaciaire de l'Antarctique et celle du Groenland, qui sont les deux calottes glaciaires principales au monde, que l'on appelle aussi Inland 6. Et malheureusement, elles sont en danger. Alors pour évoquer cette espèce en voie de disparition, j'utiliserai l'exemple de la calotte glaciaire du Groenland, qui recouvre 1 710 000 km², soit environ 3 fois la superficie de la France métropolitaine. Oui, c'est un beau bébé. Un beau bébé, certes, mais qui perd de sa corpulence, et ce, à une vitesse faramineuse. En 2019, il a perdu 532 milliards de tonnes de glace, soit environ 10 640 000 milliards unités en équivalent Mr. Freeze. Ou, si c'est plus parlant pour certains, l'équivalent de 213 millions de piscines olympiques remplies. Pour le seul mois de juillet de cette année 2019, il a perdu 223 milliards de tonnes de glace, et plus récemment, le 27 juillet 2021, il en a perdu 8,5. Pas 8,5 unités en équivalent Mr. Freeze, mais bien 8,5 milliards de tonnes de glace, en une seule journée seulement. Et cela, vous vous en doutez, a de graves conséquences. De fait, les Inland 6, glaciers de très grande étendue présents sur la terre ferme, lorsqu'ils fondent, libèrent d'énormes quantités d'eau. Celle-ci se retrouve ensuite dans les océans, et l'augmentation du volume d'eau va entraîner mécaniquement une élévation du niveau de la mer. Celle-ci aura des conséquences dramatiques. Elle va par exemple rendre purement et simplement inhabitables des régions entières du monde, ce qui provoquera la migration de centaines de millions de personnes avec ses conséquences économiques dramatiques associées. C'est déjà par exemple le cas au Bangladesh, où des îles entières sont englouties par les eaux. Cette élévation du niveau des océans provoquera également la disparition de l'intégralité des zones humides présentes sur Terre, qui sont pourtant indispensables à la survie d'une grande partie de la biodiversité terrestre. Alors cependant, cette élévation du niveau des océans aura un impact plus ou moins important en fonction du réchauffement plus ou moins important de l'atmosphère terrestre. En effet, dans l'hypothèse d'un réchauffement climatique limité à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, cette hausse du niveau des océans impacterait 510 millions de personnes contre 1 milliard si ce réchauffement atteignait 4 degrés Celsius. Alors mes contradicteurs avanceront certainement que concernant la calotte glaciaire groenlandaise, c'est trop tard. On ne peut plus rien y faire. Et même si le réchauffement climatique stoppait dès aujourd'hui, les chutes de neige ne suffiraient plus à combler la fonte des glaces de la calotte glaciaire groenlandaise. Or, cependant, comme vous le savez maintenant, la calotte glaciaire groenlandaise n'est pas la seule calotte glaciaire du monde, et on peut encore, si on le veut vraiment, sauver des centaines de milliards de tonnes de glace, en sauvant notamment l'Inland 6 de l'Antarctique. Alors bien évidemment, comme vous l'aurez peut-être remarqué, et comme certains de mes détraqueurs le feront remarquer également, la fonte de ces deux calottes glaciaires ne peut expliquer à elle seule des conséquences si dramatiques. Et en fait, c'est un peu la calotte glaciaire qui cache la dilatation thermique, puisque l'on estime que l'élévation du niveau des océans est liée pour un tiers à ce phénomène, ce qui est loin d'être négligeable. Il est d'ailleurs assez simple à comprendre. Lorsque la température de l'eau augmente, celle-ci se dilate et occupe ainsi un plus grand volume, ce qui provoque mécaniquement l'élévation du niveau des océans. En fait, ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui, ce n'est qu'une des conséquences du défi du siècle et du problème du siècle, le réchauffement climatique. Et ce réchauffement,
est due aux activités humaines. Il dépend donc de nous, des décisions politiques futures, de limiter le réchauffement climatique afin de limiter l'élévation du niveau des océans et ses conséquences dramatiques. On peut d'ailleurs agir de manière très concrète, dès aujourd'hui et à notre échelle d'individu. On peut par exemple, d'après le site Conservation Nature, changer nos habitudes de transport en privilégiant le vélo, la marche ou même les transports en commun pour les trajets les plus courts, mais aussi le train plutôt que l'avion pour les trajets domestiques. On peut également consommer des produits locaux et de saison et tenter de limiter notre consommation d'eau et d'électricité. Vous l'aurez compris, il faut dès aujourd'hui une prise de conscience collective et un engagement de tous si l'on veut limiter ce réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques, mais également si l'on veut sauver les calottes glaciaires, ou du moins ce qu'il en reste, afin d'éviter le pire pour nous, notre belle planète et tous les individus qu'elle abrite. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, non, non, les calottes ne sont pas encore cuites. Après ces plaidoiries explosives, Sarah Pinault va nous offrir un feu d'artifice particulier. Sans nuit, sans étoiles, sans brouhaha et sans cohue, mais tout aussi explosif et pétillant. Écoutons sa plaidoirie, un feu d'artifice, des étoiles éphémères, mais pas pour la planète. Que ce soit pour fêter le 14 juillet ou encore la nouvelle année, la tradition veut de réaliser un feu d'artifice. Depuis le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche, chaque occasion est bonne pour s'émerveiller devant un spectacle pyrotechnique. Ces éclats dans le ciel nous émerveillent à chaque fois. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé ce que ces étoiles éphémères laissaient dans l'air, dans l'eau et sur le sol après ces courts instants d'euphorie? Cela m'a intriguée. J'ai donc cherché à en savoir plus, et ce que j'ai découvert m'a stupéfaite. Mes yeux d'enfant aimeraient ne pas le reconnaître, mais ces feux d'artifice polluent, et c'est ce que je m'apprête à vous prouver. Pour cela, imaginez-vous enfant, regardant avec des yeux grands ouverts de petites constellations éphémères retombant sur le sol comme de la poussière de fée. Vous vous en souvenez? Maintenant, abandonnez ces souvenirs pour revenir à la réalité. Sortez de la magie. Où vont ces poussières? De quoi sont-elles faites? Sont-elles dangereuses? Question rhétorique. Vous vous en doutez, la réponse est oui. En effet, un feu d'artifice comme celui réalisé pour la fête nationale à Paris, par exemple, crée un immense pic de pollution. 30 minutes d'explosion lumineuse, 3 tonnes de poudre noire, 1,5 tonne de CO2. En termes de CO2 dans l'air, cela représente un trajet de 67 000 km en voiture essence. Un feu d'artifice met en sorte différentes sortes d'explosifs, produisant de la lumière, mais aussi du son et de la fumée. Le principe est simple, la combustion du poudre, contenant un composé oxydant, comme le nitrate ou le perchlorate, et un composé réducteur, du soufre et du carbone mélangés avec du magnésium ou encore du titane. Lors de leur explosion, ces feux d'artifice se décomposent sous forme de fumée, gaz, débris et particules. On retrouve par exemple du méthane, du dioxyde de soufre, mais également une quantité de CO2 et de particules fines très importante, trop importante. Émis dans l'atmosphère à des taux localement élevés, les particules fines sont susceptibles de rentrer dans les poumons des spectateurs. De plus, comme l'indique une étude américaine réalisée en 2015, dans l'heure suivant un feu d'artifice, on peut observer une hausse de 42% du niveau de particules fines dans l'air. C'est pourquoi ces spectacles ne sont pas sans danger pour notre corps. Problèmes de thyroïde, cancer, problèmes cognitifs et même prévalence de la maladie d'Alzheimer.
Notre corps peuvent également être attaqués, brûlés par ces feux. Les spectacles pyrotechniques du 1er janvier 2013 ont causé 2 morts, à Strasbourg et à Colmar. Visages brûlés, têtes arrachées. Au lieu de s'élever dans les airs, les fusées n'ont pas quitté la Terre. Mesdames, Messieurs, les problèmes s'accumulent, puisque ces feux d'artifice s'attaquent également à notre planète. Ce globe qui nous nourrit, nous loge, nous protège même, est aujourd'hui en danger. Et les individus qu'elle abrite sont également menacés par ces explosions. De nombreux oiseaux et insectes sont en effet effrayés par les bruits que font les feux d'artifice. D'après la Ligue de protection des oiseaux de Touraine, le spectacle, réalisé le 1er janvier 2019 à la Chapelle-sur-Loire, a provoqué un dérangement important des populations de sternes, pierres-garins et naines. Les parents s'envolent perturbés, obligés de quitter leur nid, leur colonie. À cause d'artifices dans nos yeux, leur foyer est déserté. La faune et la flore ne sont pas les seuls espaces impactés par ces feux d'artifice. Se pose également le problème des déchets dans la mer, à qui nous laissons encore une fois les plus gros déchets, comme le corps de la bombe du feu d'artifice, mais également des résidus de papier et de carton qui stagnent dans la mer pendant de trop nombreuses années. Des plongeurs retrouvent encore aujourd'hui des débris de feux d'artifice à 6 mètres de profondeur. La mer, donc, le sol, mais aussi l'air, est impacté par ces feux d'artifice. En effet, les feux d'artifice ne se contraignent pas à produire du dioxyde de carbone propagé dans l'atmosphère. Ils contaminent également l'air sous forme de particules fines. Les particules fines sont une source importante de pollution de l'air, car ces poussières en suspension dans l'atmosphère absorbent puis diffusent la lumière, ce qui limite vraisemblablement notre visibilité. Ils se déposent également sur le sol, les bâtiments et monuments qui se dégradent alors, mais aussi sur les plantes, ce qui limite leur croissance. Un feu d'artifice est donc bien créateur de pollution. Bien que ce phénomène soit assez bref et ponctuel, on ne doit pas négliger son impact sur l'environnement. On peut bien sûr imaginer, mes contradicteurs, vous dire qu'aujourd'hui, une nouvelle génération éco-responsable de feux d'artifice existe, remplaçant des produits nocifs par des produits moins polluants. Mais moins polluants, est-ce suffisant ? Est-ce suffisant quand on connaît aujourd'hui l'impact de l'effet de serre sur notre planète ? La tradition des feux d'artifice était également un événement important qui faisait briller des yeux de milliers d'enfants en Chine. Là où l'on fête la nouvelle année sur une quinzaine de jours, les pétards et feux d'artifice étaient synonymes de joie et de fête. Jetés en plein milieu des rues, au-dessus de voitures, ils sont vite devenus un élément incontournable des fêtes populaires. Cependant, comme je viens de vous le montrer, la réalité n'est pas aussi colorée. C'est pourquoi, en 2018, 400 villes chinoises ont été interdites de feux d'artifice, afin d'arrêter cette pollution qui fait des étincelles. Alors je vous le demande, prenons exemple, car c'est aujourd'hui que nous devons de penser à notre planète, car avec chacune de nos actions, nous impactons son bon fonctionnement. Si, comme moi, vous souhaitez conserver et respecter cette planète, je vous le demande, arrêtons les feux d'artifice. Merci. Cette plaidoirie haute en couleurs nous permet de réfléchir à ces éclats de lumière dans la nuit qui nous empêchent de voir les étoiles, les vraies. Pour poursuivre cette réflexion, nous accueillons Virgile Donati et sa plaidoirie « Pollution lumineuse ». Mesdames et messieurs les jurés, cher public, de nos jours, la nuit noire n'existe plus. Nous vivons actuellement dans des villes où l'obscurité n'a plus sa place,
où le jour est maître. Vous ne me croyez pas? Ce soir, regardez le ciel et dites-moi que seules les étoiles et la lune éclairent notre planète. C'est vrai, la lumière artificielle nous a permis de ne plus être l'esclave des ténèbres et de ne plus dépendre de la rotation de notre monde. Mais elle est allée encore plus loin, en faisant disparaître toute trace de noirceur. Le seul moyen aujourd'hui d'admirer les étoiles est de fuir, loin de la civilisation. Pourquoi n'arrive-t-on plus à apprécier le spectacle que la nature nous offre? Et sommes-nous obligés d'utiliser autant d'énergie pour y voir aussi clair de nuit que de jour? En 2019, ils étaient 759 millions. Oui, vous avez bien entendu. 759 millions, mesdames et messieurs, à vivre dans une extrême précarité énergétique, à devoir s'éclairer grâce à la lumière des éclairages publics, à ne pas pouvoir faire chauffer leur maison ou cuire leur nourriture. L'électricité est indispensable. Gelés et affamés, voici la situation de 759 millions de personnes, plus de 10 fois le nombre d'habitants français. Tout cela pour que chez nous, des devantures de magasins fermés restent allumées toute la nuit? Ce paradoxe me rend malade. Je ne peux m'imaginer à quel point notre déshumanisation est profonde. Nous avons tellement amassé d'artifices que nous ne voyons même plus les personnes dans le besoin autour de nous. Ainsi, je voulais mettre en lumière ce sujet trop peu éclairé. Ce soir, comme chaque soir dans notre pays, 11 millions de lampadaires ainsi que 3,5 millions de devantures d'enseignes vont s'allumer et générer des halos lumineux à des kilomètres à la ronde. Alors que 759 millions de personnes manquent d'énergie. Et cela pourquoi? Pour subvenir à notre folie des grandeurs. Pour capter plus de regards, plus d'acheteurs, les marques créent des panneaux publicitaires toujours plus éblouissants. Ce monde ne tourne pas rond. Cette luminosité extrême est à la fois un danger pour la faune, la flore et l'être humain. Entraîne un gaspillage énergétique conséquent et empêche l'observation du ciel nocturne. Les personnes n'ayant pas la lumière à tous les étages me diront sûrement que toute cette luminosité offre un beau spectacle. Je vous laisse expliquer à vos enfants pourquoi ils ne peuvent plus observer les étoiles à cause d'un voile de pollution. Vous leur direz qu'en contrepartie, ils peuvent admirer de magnifiques panneaux publicitaires Coca-Cola. Il faut aussi avoir le sens des priorités. On ne peut pas trouver de nouvelles énergies, essayer de consommer moins et faire des accords sur les émissions de carbone dans l'air et continuer à ajouter de la luminosité dans nos métropoles déjà plus éclairées la nuit que le jour. Cette situation manque un peu de bon sens, vous me l'accorderez. Nous sommes la cause de notre propre perte. Luther disait « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » À l'inverse, même face au dérèglement climatique et à ses effets visibles sur la société, les firmes transnationales continuent de polluer, à l'image d'une machine infernale qu'on ne peut stopper. L'homme serait donc un loup pour l'homme? Néanmoins, à tous ces indigents et à la planète qui subit cette pollution, je dis qu'il est trop tard pour être pessimiste. Le moment est venu de parler, de s'exprimer, d'user de nos droits démocratiques pour lesquels les hommes et les femmes avant nous se sont battus. Il est trop tard pour être pessimiste. Ensemble, nous pouvons faire pression sur les gouvernements pour qu'ils réduisent le nombre de spots lumineux dans les rues, pour diminuer notre consommation et la répartir plus équitablement. Actuellement, nous sommes la gangrène de notre planète. Mais nous avons la chance de pouvoir nous racheter. On me dit souvent que nous nous devons de protéger la Terre, prendre soin d'elle. Mais c'est surtout pour notre propre survie que nous devons le faire.
La nature était là avant nous et le sera après. L'important est de savoir quelle empreinte nous voulons laisser de notre passage. Celle des sauveurs de l'humanité ou des bourreaux du monde. Martin Luther King rêvait, les philosophes pensaient et les hommes politiques essayaient. Mais nous n'avons plus le luxe de tergiverser. Il faut prendre conscience que ces excès sont néfastes pour nous, mais sont surtout une catastrophe pour notre planète. Mesdames et messieurs, sans intervention rapide et concrète de notre part, dire vouloir sauver la planète serait hypocrite. Je vous remercie. Revenons à présent au monde aquatique, mais cette fois-ci, nous ne nous intéresserons pas à une déesse, mais à un peuple tout entier, celui des algues. Écoutons Jeanne Visset et sa plaidoirie « Les algues vertes, c'est pas bio ». Ah, la Bretagne, ses crêperies et son cidre, ses fest-noz, son fameux crachin si caractéristique, ces magnifiques côtes rocheuses où de nombreux Français viennent passer des vacances, une belle promenade de bon matin, sentir le vent frais sur son visage tout en profitant du paysage, des vacances rêvées, non? Mais là, c'est la chute du 5e étage. Des plages vertes, très vertes, pleines d'algues, notamment dans la baie de Saint-Brieuc. Bon, si ce n'est que ça. Des algues, ça se mange, ça sert d'engrais. Mais des plages toxiques pour l'homme? Là, en l'espace d'une minute, je viens de réduire le tourisme annuel en Bretagne de 50%. Bien sûr, mon but n'est pas de vous dégoûter de cette jolie région, où les plus grandes célébrités sont la galette et le beurre salé, mais de vous informer d'un problème environnemental qui persiste. Les algues prolifèrent, la population s'exaspère, mais l'État et les autorités laissent faire. Depuis la fin des années 80, une quarantaine d'animaux et au moins 3 hommes sont morts en s'aventurant sur les plages bretonnes. Un tueur en série? En quelque sorte, oui. Un être mauvais, terrifiant, une véritable pourriture. Oui, pourriture. Car on le reconnaît grâce à son odeur d'œuf pourri. Vous ne voyez toujours pas? Allez, réfléchissez. Génial. Je me sens maintenant obligée de vous dévoiler le nom du suspect numéro 1, en tête des listes des commissariats de toute la Bretagne. L'hydrogène sulfuré. Mais motus et bouche cousue. C'est une information confidentielle. Pour débuter avec une explication rationnelle, le sulfure d'hydrogène est un composé chimique de formule H2S constitué de soufre et d'hydrogène. Il peut être produit par la dégradation des micro-organismes lors de la décomposition des algues. Vous vous demandez sûrement quel est le lien avec la Bretagne. Eh bien, les élevages intensifs bretons comportent trop d'animaux et rejettent donc énormément d'azote. Par exemple, les élevages de porcs impliquent de grands épandages de lisier qui dégagent de grandes quantités d'azote dans la terre qui va par la suite se transformer en nitrate. Les eaux bretonnes se situent parmi les plus chargées en nitrate d'Europe. Et c'est là que l'on retrouve notre criminel. Ce composé favorise la prolifération des algues dans des quantités anormales qui vont alors, par leur décomposition, dégager ce gaz toxique meurtrier. En quantité importante, il peut paralyser le système nerveux ou même respiratoire en quelques minutes. Plutôt efficace, non? Alors, la Bretagne a beau être la première région de France dans la production de lait, d'œufs et de viande de porc, mais lorsque l'on découvre ces élevages industriels, responsables de la prolifération des algues, son image peut être terriblement ternie. Vous vous doutez bien, le sulfure d'hydrogène n'est pas vraiment le seul coupable dans cette affaire. Les autorités locales et l'État ont tendance à fermer les yeux sur les morts dues aux marées vertes, malgré les preuves de plus en plus accablantes sur leur culpabilité. Bien sûr, les enjeux liés à cette crise sont lourds. Le tourisme pourrait être impacté et l'activité économique de la Bretagne repose sur ces élevages industriels. Notre cher État n'a donc aucun intérêt à exposer ce problème. Après tout,
L'argent est plus important que tout. Vous n'êtes pas d'accord? Un bon petit billet, il n'y a rien de mieux. Mais finalement, qu'on se le dise, vous ne voulez peut-être pas l'avouer, mais nous en sommes presque tous, à différents niveaux, responsables. Les seuls non responsables seraient ceux qui ne consomment aucun produit issu d'élevage intensif. Et encore, tous nos rejets participent à cette pollution, même si l'agriculture intensive en est la principale responsable. Une bonne petite escalope sur un barbecue d'été, du jambon sur un bout de pain, et hop, indirectement, chacun produit sa petite part d'algues vertes et se retrouve, sans le vouloir, complice de cette affaire. Mais d'ailleurs, vous rappelez-vous de cette image? Vous savez, cette affiche d'une campagne d'information de France Nature Environnement. Eh bien, lorsque je l'ai étudiée au collège, elle m'a énormément marquée. Vous voulez savoir pourquoi? Elle montrait un enfant, avec ses brassards rouges, jouant sur une grande et belle plage bretonne, mais bien sûr, couverte d'algues. Ce petit est en train de faire un château de sable, ou devrais-je plutôt dire un château d'algues. Et au-dessus de cette image, un slogan très court, efficace. Bonnes vacances. Bac à sable, lieu d'épanouissement pour enfants? Ou bac à algues toxiques et effrayants? Est-il plus important de protéger la vie de ceux qu'on aime ou de garder une belle image d'une région convoitée? Eh bien, la Bretagne a vite clôturé le débat en assignant en justice la fédération écologiste qui a lancé cette campagne d'affichage pour atteinte à son image. Plutôt culotté pour un problème qui persiste encore aujourd'hui. Mais vous, laisseriez-vous votre enfant, la prunelle de vos yeux, la chair de votre chair, s'amuser sur une plage remplie d'algues, pouvant l'intoxiquer ou même le tuer, sans culpabiliser? Bien sûr, des solutions, il en existe, mais il faudrait totalement changer de logiciel concernant le mode d'élevage productiviste. Voyez-vous, en Bretagne, seulement 1% des producteurs de porcs et de volailles sont indépendants. Les autres, eux, sont intégrés dans des grosses coopératives qui organisent toute la filière. Mais tous ces agriculteurs ne sont en réalité que des ouvriers de ces groupes. Ils ne maîtrisent absolument pas leur outil de travail, sont souvent endettés et donc contraints de produire toujours plus, sans se soucier des conséquences environnementales. Pourtant, de nombreuses initiatives citoyennes et agricoles favorisent une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Des projets en agriculture biologique, à taille humaine, avec des élevages en plein air qui correspondent à leurs valeurs, sans trop s'endetter. De plus, en 2010, un plan de lutte contre la prolifération des algues est mis en place. Ramassage des algues pour plus de sécurité, recherche scientifique sur ce phénomène, réduction des fuites d'azote vers les cours d'eau pour prévenir le développement excessif des algues. Mais malheureusement, et malgré le danger, l'encadrement des autorisations d'élevage intensif est très pauvre. Les fermes-usines continuent d'envahir la Bretagne en produisant et produisant toujours plus. Les algues vertes vont donc continuer leur petit bout de chemin et conquérir nos plages bretonnes, entraînant toujours plus de dégâts et plus de morts. Et moi, je garde toujours en tête cette image de ce très jeune enfant sur cette affiche. Et cet enfant, j'aimerais qu'il ne soit pas le mien. Alors mesdames, messieurs, restez sur vos gardes. Ne dormez surtout pas sur vos deux oreilles, car un assassin nous guette, à nos risques et périls. Pour achever le fil de cette finale, nous retournons à la vie terrestre, avec une plante méconnue, mais promis, elle ne devrait pas vous donner du fil à retordre. Il s'agit du lin. Écoutons pour finir Daria Liégeois et sa plaidoirie de l'un à l'autre. Vous aimez chaque vêtement que vous portez, sans même vous demander comment ils sont faits, où ils sont faits, mais surtout savez-vous en quoi ils sont faits. Vous connaissez tous les fibres synthétiques et végétales. Et dans les fibres végétales, je pense que vous connaissez tous le coton, ce textile si attrayant.
Mais moi, je vais vous parler de l'excellence du textile végétal, le lin. La France n'est peut-être pas première pour le coton, mais elle est le premier producteur mondial de lin et premier exportateur mondial de lin non filé. Produire du lin et le confectionner en France aurait un gros impact environnemental positif. Alors croyez-vous vraiment que changer le monde en bien est une affaire de super-héros ? Eh bien non. Le coton est en concurrence directe avec le lin. C'est pour ça que nous allons voir pourquoi préférer le lin au coton. Le lin n'utilise quasiment aucun pesticide comme le coton, qui lui utilise 25% des pesticides produits dans le monde. Les pesticides polluent les sols et posent aussi un vrai problème pour la santé des cultivateurs. Lors de la confection du vêtement en lin, nul besoin d'utiliser des produits chimiques, contrairement aux vêtements en coton. Le processus de filage du coton utilise des produits chimiques à peine dégradables, appliqués aux fibres dans une quantité de 2 à 5% des substances massiques. Et après le tissage, le tissu est lavé et les substances qu'il contient sont rejetées dans les eaux usées, qui ne sont pas traitées dans tous les pays de la même manière. Ce qui fait que le lin est écologiquement plus avantageux. De plus, pour produire un seul jean, il faut 1 kg de coton. Et ce kilo de coton nécessite 5 000 à 10 000 litres d'eau. Tandis que pour ce même jean, qui a besoin de la même quantité de lin, seule l'irrigation naturelle est nécessaire. Le coton nécessite en moyenne 650 milliards de mètres cubes d'eau par an, tandis que le lin pousse dans toute la partie nord de la France, où la pluviométrie est adaptée. Le climat français n'est pas adapté pour le cotonnier, qui nécessite une température élevée et une irrigation à des périodes précises de sa pousse. Ce qui fait que le lin est biodégradable, tandis que le coton ne l'est pas. Le lin, c'est quoi ? Le lin, c'est 0 arrosage, 0 déchet. Chaque élément de la plante est utilisé. La tige de lin est divisée en deux. Dans la première partie, nous avons des fibres longues, destinées à l'habillement, au linge de maison, au tissu d'ameublement, le feutre, le papier. Nous avons également des fibres courtes, destinées aux ficelles, sa graine et son huile pour les vernis. Puis dans la deuxième partie de la tige, nous avons des fibres ligneuses, ce que nous appelons la nasse, utilisées pour les panneaux agglomérés, pour les litières, l'isolation ou encore comme source énergétique pour le jardinage. De plus, le lin fixe le CO2 dans le sol grâce à ses racines. Il se présente ainsi comme un puits carbone. Il faut savoir qu'1 hectare de lin retient environ 3,7 tonnes de CO2 par an, soit 342 000 tonnes équivalent carbone évitées chaque année, ce qui contribue à la réduction des GES. Également, le lin est une matière ancestrale d'avenir. Il se renouvelle au gré des inventions, transformations et de la technologie. La dynamique innovante autour de la fibre permet de multiplier ses applications et d'inventer des solutions pour l'économie du futur. Par exemple, la fibre de lin est 20% moins lourde que la fibre de carbone, ou encore 43% plus légère que la fibre de verre. Le lin est donc cultivé en France, mais 70% est envoyé en Chine et en Inde, et 20% est envoyé dans le reste de l'Europe pour être filé, teint, tissé, puis confectionné, et finalement renvoyé en France. Vous imaginez tous ces allers-retours ? Toute la pollution émise à cause de l'émission de CO2 due à l'effet, toute la pollution émise du CO2 due au transport. Chaque vêtement, c'est environ 65 000 km de parcouru. On évalue ces émissions de CO2 de 20 à 40 kg en moyenne par trajet. Ainsi, la Chine et l'Inde utilisent des énergies non renouvelables telles que le charbon, des produits polluants
non biodégradables, et encore ne récupèrent pas les chutes de tissus. Mais qu'est-ce que ça changerait de produire en France, me diriez-vous? Eh bien d'abord, on n'utiliserait pas tous ces produits polluants. On dispose d'un savoir-faire différent, avec des employés justement rémunérés. Autrefois, on créait en France. On comptait même près de 50 ateliers de filature de lin. Mais avec la crise des années 80, tout s'est écroulé. Alors, imaginez si on produisait et fabriquait de nouveau en France. Non. N'imaginez pas car, mesdames et messieurs, je vais vous conter une histoire. L'histoire du jean Le Gaulois. Une entreprise produisant 100% lin et 100% français. Notre histoire commence dans le nord de la France, en Normandie, où le lin est cultivé. Il est ensuite filé et teint dans les Hauts-de-France, tissé dans la Loire, puis confectionné dans le Rhône-Alpes-Auvergne. Cette entreprise a des employés rémunérés à leur juste valeur. C'est un schéma économique qui fonctionne. Et chaque vêtement parcourt moins de 2000 km avant d'être mis en vente. Le lin est donc la matière textile première par excellence. Produire du lin et fabriquer des vêtements, du linge de maison 100% made in France est ce qui est écologiquement plus avantageux et économiquement viable. Il faut profiter de ce savoir-faire français et continuer de le restaurer, car je le rappelle, il a existé. Alors, oublions le coton et ses autres textiles polluants. Et mesdames et messieurs, concentrons-nous sur le lin. Je disais donc merci à Daria d'avoir titillé notre fibre éco-responsable. Et nous arrivons maintenant au bout du fil de cette journée. Il est maintenant temps pour les candidats d'aller souffler un peu et pour le jury d'aller délibérer. Le jury, je vous laisserai aller avec Alice pour pouvoir délibérer en toute sérénité. Et je vous donne tous rendez-vous à 16h20 ici pour qu'on puisse passer à l'annonce des résultats. Merci. Rebonjour à tous, c'est maintenant le moment tant attendu de cette finale, c'est le moment de l'annonce des lauréats de cette finale. J'invite donc le jury à descendre sur scène pour faire leur annonce. C'est bon? Parfait. Tout d'abord, bravo à tous les candidats. Vous avez été excellents. J'ai été jury d'un concours il y a quelques jours et de personnes qui étaient à l'université. Et j'ai été impressionnée par vos prestations. Je ne sais pas combien de temps vous avez eu pour préparer ces discours, mais tout était parfait. La gestuelle était parfaite, l'élocution était parfaite, les sujets étaient maîtrisés. Je vous invite tous à continuer ce genre de concours parce que vous avez vraiment énormément de potentiel et n'en doutez pas. Peu importe le résultat qui sera donné dans quelques instants, ça ne veut pas dire grand-chose. Faut savoir que j'ai participé donc à plusieurs concours d'éloquence. J'en ai perdu plusieurs. Et si je me suis inscrite, par exemple, à Eloquentia, c'est après avoir perdu un concours, avec toute ma fierté, je me suis dit, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas rester sur une défaite. Je me suis dit, vous ne m'avez pas prise, et ben je vais aller ailleurs. Je suis allée ailleurs en ayant juste, je voulais seulement aller en demi-finale. Je me suis dit, la demi-finale, ce serait déjà une victoire. Donc, je gagne le concours de mon antenne. Je me dis, incroyable, pourtant là-bas, on ne m'avait pas pris. Et ensuite, je continue les phases et ça se passe bien du début à la fin. Et je me suis retrouvée, du coup, au Bataclan à gagner ce concours, alors que j'avais perdu plusieurs concours avant, pas un, plusieurs. Donc, ne prenez pas ça comme une défaite, mais vraiment comme une superbe expérience. Et n'hésitez pas tous, à la fin, à venir nous voir pour avoir des retours, des conseils sur vos prestations. Je vais laisser la parole à mes
chers collègues, qui vont annoncer les 3 premiers lauréats. On va le faire, chers amis, dans l'ordre inverse. 3, puis 2, puis 1. Alors, le choix a été très difficile. On est allé au coup de cœur. On peut le dire comme ça. Et donc, nous avons décerné ce 3e prix. Non, ça ne marche pas. Si ça y est, ça vient. Ce 3e prix à Suzy Visset. Alors, Suzy, on a beaucoup aimé le sujet. Je dis 2 mots, je te laisserai Cédric compléter. Un sujet audacieux, mais hyper bien traité, avec humour et avec le sens de la formule. Je pense que nous garderons tous, on pensera à toi à chaque fois qu'on fera sécher nos protections réutilisables. Bravo, c'était super. Une formule choc pour commencer avec les 6 ans et demi, une formule choc pour finir quand les femmes saignent, la planète saigne aussi. Entre les deux, une argumentation raisonnée, passionnée, ferme, le bon mélange entre l'intime et le général, entre les questions qui font sourire et les questions qui font pleurer, du grand art. Bravo Suzy. Écoutez, là, pour le 2e prix de ce concours d'éloquence, on a décidé d'attribuer ce prix à un homme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes mais c'est pas pour ça du tout qu'on a adressé ce prix, mais c'est surtout parce qu'il a su faire preuve d'une grande maturité, non seulement dans l'argumentation, mais aussi dans la forme. Et c'est assez rare pour le souligner, surtout pour des lycéens. D'ailleurs, je tenais à féliciter tout le monde ici, parce que vous avez été très brillants, très matures et très bon en fait dans l'exercice oratoire, donc félicitations. Mais du coup, il faut donner ce 2e prix, et ce 2e prix revient à Virgile. Bravo, hein. On a vraiment tous été embarqués par ta voix, ton timbre de voix. Merci pour ça. On a apprécié aussi ta gestuelle, les pauses que tu as mises. Et on a apprécié que tu parles d'environnement et que tu le lies aux inégalités sociales. Merci d'y avoir pensé. Ça ira peut-être. Alors, là, le grand moment est arrivé pour la numéro 1. Alors moi, je voulais dire aussi, comme mes collègues, c'est que vraiment, on a été impressionnés par la qualité de l'ensemble des prestations, que bien sûr, on a discuté sur le 1, 2, 3 et on n'était pas tous d'accord. Bon, sur le 1, je dois dire qu'il y a eu un consensus, donc il faut peut-être le dire. Mais il y avait plein d'autres jeunes qui pouvaient avoir une place. Et donc, the winner, c'est donc, si je me trompe pas, Jeanne Visset. Algue verte, c'est pas bio. Oui, effectivement, Jeanne, tu nous as pas mal scotché par ton talent oratoire, à la fois les arguments, le fond, et puis la forme, avec de l'humour, des questions, de l'interaction. Voilà, c'était vivant, et je crois que c'est vraiment ce qu'on cherchait tous dans l'éloquence, et dans les concours d'éloquence qui plus est. Donc bravo, et je crois que tu mérites presque le 3e prix, c'est sur les algues vertes, mais du coup, 1er, 3e, on ne sait pas. Mais c'est peut-être ta sœur, du coup, qui l'a eu, ou cousine? Ok. Bon, bah c'est... On s'est posé la question. C'est champagne à la maison alors ce soir. Trop bien. Si je peux me permettre, ce n'est pas une défaite pour les autres. Vous avez vraiment été excellents
On n'avait pas le choix, on devait choisir des personnes, on s'est battu, des chaises ont volé, vous ne pouvez pas reconnaître la salle si vous y allez, mais vous avez vraiment été excellents, j'ai vraiment été impressionnée, on a tous été impressionnés par vos talents, vos capacités, et je vous invite vraiment à continuer. Il n'y a pas une personne ici qui aurait peut-être pu, peut-être moi, peut-être, faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Je ne maîtrise même pas les sujets que vous avez présentés aujourd'hui, et en plus, j'ai appris des choses. Et c'est ce que j'aime dans ce genre de concours, c'est d'apprendre des choses. Ça a été original, ça a été bien amené. Alors, ne vous arrêtez pas là, soyez pas déçus et n'hésitez pas à venir nous voir pour nous poser des questions. D'accord? Bravo! Alors, sur les trois, peut-être, est-ce que vous avez des petits mots à dire? Avancez, avancez. Si. Je suis sûre que vous avez plein de choses à dire. On vous attend. C'est bon? Bon, alors d'abord, un grand merci à tous, au public et aux jurés qui se sont déplacés pour nous voir. Bon, c'est vrai que c'était super intéressant, vraiment. On a vécu une sorte de petite aventure, quoi, puisque on s'est quand même déplacé jusqu'à Paris pour faire un cours d'éloquence avant. On a eu plusieurs cours en visio, et donc franchement, c'était hyper intéressant. Et moi, c'est mon premier concours d'éloquence, et du coup, bon, je suis quand même content d'avoir fini deuxième. Mais oui, bien évidemment que j'en referai parce que franchement, cet exercice, je trouve magnifique, très enivrant et un grand merci à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Monsieur Boulet, à Garance qui nous a accompagnés. Et ben, merci à vous aussi. Merci. En fait, on n'était pas, voilà, il y a eu des unanimités, il y a eu voilà, c'est pas facile d'être unanime. Vous étiez toutes et tous, vous aviez des super idées, des super sujets. On s'est ennuyé sur aucune de vos plaidoiries. Elles étaient toutes originales, réfléchies, incarnées. Bref, c'était vraiment, tout était vraiment très bien, quoi. Voilà. Donc bravo, continuez à vous engager sur ces sujets, à vous engager dans l'éloquence. On a parlé d'éloquence, mais on peut aussi parler d'écologie. Continuez à vouloir vous indigner et à réfléchir et à vous engager. C'est vraiment une voie dont on a besoin. Merci. Oui, alors justement, oui, j'invite tous les candidats à descendre sur scène pour la remise des lots, des diplômes et bien sûr une photo de groupe. Merci. Dans un premier temps, on va passer pour la remise des diplômes et après on fera avec tout le monde. Avec des gagnants d'avant. Alors, si vous voulez, tu peux rentrer dans là à peu près. Ouais, merci. Ok. Je suis sur YouTube. Ah. J'ai pas YouTube, moi. Ouais. Est-ce que vous avez des personnes à remercier au Neurodal? La TG1. C'est bon? Bon, moi, j'aimerais remercier ma tante, Karima, qui m'a du coup entraîné pour le concours. Franchement, merci, c'est gentil. Et ma mamie qui me soutient toujours. On les aime. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse toutes les mamies, s'il vous plaît.
Oui, merci. Maintenant que on a fait des petites photos, que on a donc encore une fois merci à tous hein, vraiment d'être venus et de nous avoir émus comme vous l'avez fait. Et maintenant, ça sera quand même plus sympa si vous repartez avec quelque chose tous. Donc on va passer à la remise des diplômes. Oui, donc chaque candidat, donc vous avez le droit à un diplôme pour reconnaître que vous avez participé à cette expérience et au concours Terreau Fertile de l'édition 2022, à un tote bag qui comprend donc les petits goodies de l'école avec un carnet, un stylo, une gourde AgroParisTech. Et mention spéciale pour les lauréats, donc les 3 lots qui ont été distribués, que vous avez vus, qui ont été distribués précédemment. Donc pour le 3e, il y a une bande dessinée donc, sur le thème des algues vertes, qui nous plaisait beaucoup et qu'on a trouvé pertinente de vous offrir pour le 3e lauréat. Pour le 2e lauréat, donc c'est une encyclopédie très très complète, j'espère que tu ne te perdras pas dedans, sur l'écologie. Et pour le 1er lauréat, donc, vous avez vu passer un petit bout de papier, mais pas d'inquiétude, c'est quand même quelque chose de valeur. Le papier, c'est donc juste pour matérialiser le lot. C'est une expérience avec un soigneur et un vétérinaire au Palais de la Découverte à Paris. Voilà. Oui, et dernier lot pour tous les candidats. Vous pourrez venir nous voir après. Vous avez tout le droit à un abonnement à la revue du Courrier de la Nature, qui est une revue naturaliste sur l'écologie, donc qui est publiée par la Société nationale de protection de la nature. Voilà. Voilà, donc c'est l'heure du discours de clôture de cette finale du concours Terreau Fertile. Je remercie tout le monde qui est présent ici, qui est présent sur le direct. Un grand merci aux 10 lycéens qui nous ont présenté leur plaidoirie cet après-midi et qui ont plaidé pour une cause environnementale qui leur tenait à cœur. Bravo à vous tous, vraiment. Et merci aussi à tous les lycéens qui ont participé au concours. Voilà, vous n'avez peut-être pas été sélectionnés, vous n'avez pas pu réaliser la finale aujourd'hui. Cependant, vous avez été lus et entendus. Et tous les sujets que vous avez pu aborder étaient très pertinents. C'est un vrai plaisir pour nous, mais aussi pour toutes les autres personnes qui sont présentes ici, j'imagine, de voir que votre génération a des choses à dire et a des valeurs à porter et à transmettre. En tant que lycéen, vous n'êtes pas forcément expert sur les sujets que vous développez, mais vous avez fait des discours vraiment pertinents et percutants, et votre engagement est remarquable, et on doit vraiment vous remercier pour cela. Je voudrais remercier le jury. Merci à tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation aujourd'hui. Vous permettez vraiment de rendre cette finale concrète et d'y mettre un réel enjeu. Donc merci énormément à Catherine Bourguin, à Lauriane Clément, à Timothée Vernier, à Adèle Abderrahim, Véronique Fabien Soulet, Cédric Villani et Adidiatou Gourossi. Merci beaucoup à tous. Nous remercions également nos partenaires, le bureau des élèves d'AgroParisTech qui nous soutient financièrement,
AgroParisTech Alumni, qui est un soutien financier, mais aussi un soutien technique. Merci beaucoup Nicolas Villard de nous avoir permis de rediffuser cette finale en direct. C'est vraiment très important. Donc merci à AgroParisTech Alumni. Merci au magazine Phosphore, également un de nos partenaires. Merci à la Société nationale de la protection de la nature qui nous a notamment offert un lot. Merci également à la FFDE, la Fédération française de débat et d'éloquence, pour avoir permis à une majorité des candidats de faire une formation pour améliorer leur art oratoire. Merci à toute l'équipe du CTEF pour le travail fourni tout au long de l'année. Et merci à toutes les personnes ayant apporté leur aide cet après-midi. Merci beaucoup pour votre présence et l'association du concours Terreau Fertile sera ravie de vous retrouver l'année prochaine pour une 5e édition. Je voudrais juste ajouter quelque chose parce que moi je suis là que ponctuellement aujourd'hui, j'étais surtout là l'année dernière et j'aimerais vraiment qu'on applaudisse très très fort les 4 personnes qui sont là et qui ont fait un travail vraiment monstrueux. Ils ont tout géré tous les 4. Adrien, Alice, Arsalène et Guillaume. C'est grâce à eux que cette édition a pu se faire cette année et un grand merci. Si vous avez encore le temps, on va aussi préparer un petit buffet. Ce sera l'occasion peut-être pour les candidats de discuter avec les jurys si vous en avez envie. Voilà, donc ce sera prêt dans quelques minutes.